Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une chronique sur un livre et un seul. Alors c'est vrai, j'avais décidé de parler de plusieurs livres dans des vidéos et je m'aperçois que finalement j'ai besoin d'un peu plus de temps pour parler en profondeur d'un ouvrage qui m'a plu. Alors ça pourrait être le cas s'il m'avait déplu, mais celui-ci m'a plu. Et donc si je commence à écourter, ça va être un peu frustrant pour moi et je crois que ce sera un peu moins intéressant pour vous. Maintenant je suis désolé si effectivement vous trouvez ça un peu long sur un livre, mais là pour ce genre de chronique, c'est le format que je vais adopter, un livre, une vidéo, pour pouvoir parler assez longuement des livres qui m'ont particulièrement plu. De quoi on va parler maintenant avec ce livre qui est ici? D'histoire. Alors surtout, ne fuyez pas ceux qui n'aiment pas l'histoire. Je sais que parfois on peut avoir des difficultés avec l'histoire, qu'on n'aime pas toujours ça. C'est pas pour vous vendre le concept, mais ce livre, ici présent, se lit comme un roman, véritablement. C'est un livre d'histoire, je viens vous le dire. C'est une biographie historique. Le personnage dont il s'agit là se prête vraiment à une vie romanesque, rocambolesque. Donc le ton adopté par cet auteur, qui reste très sérieux, mais qui tend un petit peu vers le roman, il est vraiment approprié. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est un livre de Pierre Ménard, le Français qui possédait l'Amérique. Et en sous-titre, La vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV. C'est aux éditions Cherche Midi. Alors, Pierre Ménard, c'est un jeune historien et docteur en histoire, je crois bien, si ma mémoire est bonne. Il est assez jeune, je crois qu'il a écrit ce livre, il avait 26 ans. C'est un livre très récent. Je ne sais plus quand il a été édité, je vais vous le dire. C'est un livre qui a été édité en 2017. Et donc il est relativement récent. Moi je l'ai lu l'année dernière, en été. J'ai refeuilleté quelques passages pour faire cette vidéo. J'ai pas 100% du livre en tête, mais assez pour en parler, parce qu'il m'a vraiment plu. Certains détails sont passés, je les ai un peu oubliés. Toujours est-il que ce livre biographique est passionnant. Ça a été pour moi une découverte l'an dernier. Je ne l'ai pas lâché quand j'ai commencé à le lire. Alors c'est vrai que j'aime bien l'histoire, c'est vrai que c'est passionnant, mais le ton donné par l'auteur, sa plume est vraiment excellente et ça m'a donné envie de le lire et de continuer cette lecture. J'ai été vraiment très enthousiasmé par la lecture de ce livre. Alors Antoine Crozat, mais qui est ce bonhomme avec une perruque? C'est normal, on est dans le grand siècle, on est sous Louis XIV. Ici, on a un portrait d'Antoine Crozat, qui est, si ma mémoire est bonne, le seul portrait qu'il reste de cet homme. Il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas celui-ci c'est le seul. De l'avis de l'auteur, le portrait est plutôt flatteur envers Antoine Crozat. Toujours est-il qu'il est en habit de prestige, hein. Il a sa perruque. Cet homme voulait rayonner, et là il voulait un portrait qui le fasse rayonner, évidemment. Alors, qui est Antoine Crozat? Je vais me permettre de vous lire une petite partie de quatrième de couverture, mais vraiment très bref. Tout le monde lit un peu, donc il n'y a rien à dévoiler de particulier. Ce n'est pas du spoil. Vous pourriez voir ça par vous-même. Juste les quelques premières lignes sont très intéressantes. Il était 3 fois plus riche que Bill Gates, habitait au Ritz, logeait sa fille à l'Élysée, possédait la Louisiane, achetait des châteaux par dizaines. Mais son nom a sombré dans l'oubli. Antoine Crozat est pourtant l'une des personnalités les plus fascinantes de son époque. Et là, l'auteur dit vrai, Pierre Ménard, il a trouvé les bons mots. Eh bien, effectivement, la personnalité de cet homme est passionnante, sa vie est passionnante. Et avec le petit aperçu que vous avez avec ces premières lignes, ça vous donne un petit peu la teneur de ce qu'il y a dans ce livre. Il y a 1000 aventures, 1000 péripéties. C'est une vie, comme je disais tout à l'heure, rocambolesque. Ce livre, il est génial parce qu'il se lit comme on regarde une bonne série télévisée. Il y a des cliffhangers tout le temps. On se dit, mais c'est pas possible. Comment cet homme, il va faire pour s'en sortir
de telle ou telle péripétie, ou alors comment il va rebondir, ou comment il va réussir à faire mieux ou moins bien qu'avant. Enfin, c'est vraiment génial. Il y a ce qu'on pourrait assimiler à du spin-off. Pourquoi ? Parce qu'on ne suit pas uniquement la carrière d'Antoine Crozat, même si tout est centré sur lui. On croise dans ce livre des personnalités de l'histoire de France que cet homme va croiser. On parle également de sa famille, de sa fratrie, notamment de ses frères, également une de ses sœurs qui a une relative importance, de sa fille et un peu de son père. Et donc, chacun a droit à son coup de projecteur, et ils ont tous une importance quand même. D'ailleurs, on parle quand même beaucoup dans ce livre d'un frère d'Antoine Crozat. Il a plusieurs frères, je ne vous révèle pas tout, vous verrez par vous-même si ça vous intéresse. Et en réalité, son frère est presque aussi riche que lui. Ce sont deux millionnaires immensément riches, tellement riches qu'ils prêtent de l'argent à la royauté, ils ont vraiment beaucoup d'argent, et tellement riches, comme on nous le dit en 4e de couverture, qu'il possédait, entre autres choses, à une partie de sa vie, la Louisiane. Et à une époque de sa vie, pardon, la Louisiane. Et il faut savoir, pour le coup, que la Louisiane de l'époque, c'est pas la Louisiane du 21e ou même du 20e siècle. Le territoire est beaucoup plus vaste et c'est une possession vraiment importante pour l'époque d'Antoine Crozat. Alors justement, ça nous amène sur un point intéressant de ce livre. Ça n'est pas uniquement franco-français, bien que ça se passe sous Louis XIV, en France avec un Français. Ce personnage, on peut un peu dire qu'il a un pied dans la mondialisation. Il sent les affaires et en fait, sa vie nous emporte presque, toute proportion gardée, aux quatre coins du monde. Notamment en Amérique du Nord, comme on nous le dit en 4e de couverture. Donc ces péripéties, ça nous emporte un petit peu partout, ça nous donne une vision planétaire de l'époque, ça c'est génial. Donc cet homme, il est vraiment passionnant. On pourrait effectivement se dire, bon, c'est un financier, on va encore avoir affaire à un banquier, ça nous évoque des milliards, de l'argent, des gens qui maltraitent les pauvres. Ce serait un peu réducteur. Cet homme est plus complexe que ça. Je pense, après avoir terminé ce livre, qu'on en ressort avec une image beaucoup plus intéressante, beaucoup plus affinée du personnage, qui était un homme relativement aventureux, passionné, qui vraiment aimait, qui avait ce goût de l'aventure, ce goût de l'entreprise, mais aventureuse, et pour découvrir de nouveaux horizons. À un moment donné, il était très riche, il n'avait plus besoin, d'autant plus que les dépenses n'étaient pas formidables, forcément. Et ce serait donc réducteur de penser qu'il ne voyait que par l'argent. Ce qui est aussi intéressant, c'est que je vous le disais tout à l'heure, on croise pas mal de personnages de l'histoire de France et également sa famille. Et cet homme était très attaché à sa famille. Alors, il faut dire qu'il part de loin. Je ne veux pas trop vous en révéler, mais quelques informations. Antoine Crozat, il est le fils d'un petit marchand de tissus, si ma mémoire est bonne, à Toulouse, et il part de pas grand-chose. Et alors lui, il n'aura de cesse dans sa vie de faire fonctionner l'ascenseur social. Et croyez-moi qu'à l'époque, l'ascenseur social, il fonctionne pas forcément bien. Et donc, en tant que bourgeois, il va vouloir devenir un grand bourgeois, puis son objectif, presque, son obsession, il faut quand même le dire, c'est de fricoter avec la noblesse. Donc il voudrait être noble en réalité. Et il va y arriver. C'est la seule révélation que je vous ferai, d'importance en tout cas, sur ce livre. Après beaucoup de périples, beaucoup de déconvenues, il va quand même arriver où il voulait et il va devenir le milliardaire que nous présente le 4e de couverture. Et c'est vrai que cet homme, il a été complètement oublié. Alors peut-être que si on est un féru passionné du siècle de Louis XIV, on va connaître Antoine Crozat. Moi, je connaissais un peu, évidemment, le grand siècle, mais cet homme-là, j'en avais jamais entendu parler. Et il mérite vraiment qu'on le sorte des oubliettes de l'histoire. Le travail est gigantesque. Pierre Ménard, l'auteur, il a sorti un nombre de courriers, de correspondances privées pour avoir des informations sur cet auteur, sur ce personnage, pardon, et pour que son travail d'auteur soit vraiment enrichi d'une très forte documentation. Il y a une grosse partie consacrée aux notes à la fin, j'en parlerai tout à l'heure.
Donc voilà, c'est un personnage qui vraiment est intéressant. Ce qu'il y a de bien dans ce livre, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il se lit comme un roman, mais il conserve le sérieux de l'historicité que contient tout ce propos. Et d'ailleurs, c'est normal. C'est un travail d'universitaire. Donc, il est docteur en histoire, Pierre Ménard, l'auteur. Et moi, j'ai rien contre le travail universitaire, académique, dans un livre. Moi, j'aime bien l'histoire. Ça ne m'effraie pas d'aller me plonger dans un bouquin qui va être très codifié, très académique. Le problème, c'est qu'effectivement, je peux comprendre quand on est trop académique, on se dit, alors le livre il est intéressant, le propos, le contenu est passionnant, mais la forme est un peu lourde et on a parfois l'impression qu'on a plus affaire à un livre destiné à des chercheurs ou à des étudiants qui auraient besoin d'une matière pour travailler. Et ça peut un peu nous sortir de l'intérêt. Là, avec ce livre, je vous garantis que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est plongé dedans comme dans un roman. C'est vraiment passionnant. Moi, je me disais à chaque chapitre, mais qu'est-ce qui va lui arriver à cet homme après ? Il a une vie assez longue, comme je le disais, donc il lui arrive vraiment beaucoup de péripéties. Un exemple, c'est le seul que je vais vraiment évoquer avec vous, pour vous donner un peu la teneur de la vie de cet homme, son aventure en Louisiane. Donc Antoine Crozat devient propriétaire de la Louisiane, il achète des concessions, il ouvre un comptoir, il est associé dans un comptoir en Louisiane. Alors il sent la bonne affaire. Il se dit là, c'est le nouveau monde. Évidemment, la Nouvelle-Angleterre existe déjà. Il se dit, je vais pouvoir faire des affaires, je vais pouvoir revendre des marchandises et surtout aller trouver des matières premières et les faire revenir en Europe et gagner une fortune. Alors, il espère essentiellement baser son commerce sur le castor, parce que les peaux de castor à l'époque, c'est vraiment très prisé. On se les arrache. C'est un business incroyable, les peaux de castor. Tout le monde en veut. En Europe, ça se vend à prix d'or. Et la Nouvelle-Angleterre, bien plus au nord, évidemment, a déjà fait commerce avec les Amérindiens et avec les trappeurs, ce qu'on appelle aussi les coureurs des bois, ces gens qui partent à travers l'Amérique encore vierge de villes et qui partent négocier avec les Amérindiens qui ramènent ou qui ramènent pas. Il y en a qui se font tuer, évidemment. Mais il y en a qui prennent des épouses amérindiennes, ces gens qui vivent tout seuls, qui veulent s'intégrer à la culture. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Bon, c'est l'histoire de l'exploration, c'est comme ça. Et donc, Antoine Crozat se dit, je veux faire pareil avec la Louisiane, qui est, comme je vous le disais, un territoire très grand. Aussi bien en est, en ouest, qu'au sud, au nord, c'est beaucoup plus grand que le territoire d'aujourd'hui. Et donc, du coup, il pense flairer la bonne affaire. Donc, il y a des colons qui sont envoyés, des colons français, qui sont envoyés en Louisiane, d'où, évidemment, vous le savez, la présence de encore un tout petit peu, quelques saupoudrages de francophonie en Louisiane aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'était des Français qui étaient là-bas. Et il envoie des hommes. Après, des femmes vont, sur le principe du volontariat, vont rejoindre ce comptoir. Donc Rosa et puis ses associés voudraient faire une colonie, en fait, avec une démographie croissante et viable. Alors, ça ne va pas se passer comme il le voulait exactement. En plus, il espérait pouvoir cultiver, faire de l'agriculture en Louisiane. Ça va se révéler très compliqué. Il y a aussi le problème des maladies. Le problème des rixes avec les Amérindiens. Bon, ça ne se passe pas toujours mal, il ne faut pas croire. Les Amérindiens sont contents d'acheter des marchandises que Crozat importe. Ils sont contents de revendre aux Blancs leur peau d'animaux. Et donc ça marche quand même plutôt bien. D'ailleurs, il y a des Amérindiens qui travaillent pour Crozat. Bon, évidemment, Crozat, il sent aussi quand même la bonne affaire. Il refile, comme beaucoup de gens, pas mal de camelotes aux locaux. Et ça fonctionne comme ça pendant un moment. Mais globalement, c'est pas ce qu'il espère et c'est pas la réussite formidable qu'il attendait avec cette opération-là. Je vous en dis pas plus. Il y a d'autres rebondissements sur cette affaire de Louisiane. Je vous laisse découvrir. Ce qui est très intéressant avec ce chapitre, c'est que ça nous plonge dans les énormes difficultés auxquelles sont confrontés les colons qui vont s'installer là-bas dans des conditions de vie très difficiles. Il faut sortir de nos codes du XXIe siècle. Il y a les maladies, il y a le climat,
c'est très compliqué, il y a l'éloignement, le fait de se retrouver dans un univers à construire totalement, ça peut être motivant, mais quand on a des maladies qui nous tombent dessus, et à l'époque on ne soigne pas comme on soigne aujourd'hui, donc il y a une grosse mortalité, et c'est assez compliqué pour ces gens de survivre à cet environnement. Donc voilà, cette partie-là, elle nous en apprend vraiment, c'est le côté un peu sombre du livre, il y a quelques passages comme ça, c'est vraiment enrichissant. Et après, ce qu'il y a quand même de sympa avec ce livre, c'est d'autres histoires. Il y a beaucoup d'anecdotes à propos d'Antoine Crozat, à propos d'autres personnages qu'il croise. Comme je vous disais, cet homme, il est quand même un peu obsédé par la réussite. C'est vrai. Il est plus complexe que ça, mais on peut pas lui ôter ce qualificatif d'arriviste. Il l'a quand même un petit peu, mais il est quand même sympathique. Il est sympathique et il est très attaché à sa famille. Donc il va toujours essayer de faire en sorte que tout aille pour le mieux pour ses enfants, pour sa fratrie aussi. Il va essayer de trouver un bon mariage pour sa fille. La fille est un personnage très intéressant, assez atypique, mais je ne vous en dis pas plus. Et donc voilà, donc tout ça, ça en fait quand même quelqu'un de sympathique. Et ce qu'il y a d'agréable et de sympa dans ce livre, c'est le ton employé par l'auteur. Pierre Ménard a réussi, dans un livre biographique historique, à être drôle quand il parle de cet homme. Donc c'est bien écrit de ce point de vue. Moi j'ai beaucoup apprécié. Ce livre, il est vraiment fin, vraiment intelligent, et il est drôle. On a des anecdotes sur cet homme ou sur d'autres personnes. Et ce qui est sympa, c'est que finalement, l'auteur il réussit à garder ce ton à propos de tout le monde. Je vais vous en parler après. Je veux juste vous lire un petit extrait pour vous donner un peu la teneur de l'écriture de l'auteur. Et puis une petite anecdote, une seule, à propos de Crozat. Donc là, nous sommes sur le chapitre 11, le premier habitant du Ritz. Au fait de sa puissance, Crozat abandonne son hôtel de la place des Victoires à sa belle-mère pour s'installer sur la toute récente place Vendôme. Commencée sous Louvois, négligée, puis reprise à partir de 1699, la place est alors un immense village potemkin. Afin de garantir son homogénéité, les façades ont été dressées dans le vide, avec l'idée de les revendre à des particuliers qui feront édifier derrière leurs hôtels. C'était sans compter la crise de succession espagnole. En ces temps troubles, les plus fortunés tiennent plus à conserver leurs précieuses devises qu'à les engloutir dans des dépenses somptuaires. Lorsqu'il investit son nouveau logement, en 1702, Crozat se trouve donc être le seul habitant de la place. Alors ça c'est marrant, ce chapitre-là, parce qu'effectivement, Crozat il est tout content, il y a un nouveau quartier à Paris, une superbe place, il se dit que tout le monde va acheter, tout le monde va y venir, et en fait personne ne veut acheter, et il se retrouve tout seul dans son palais, le futur Ritz, qui légitimement, c'est bien dommage, aurait dû s'appeler l'hôtel Crozat aujourd'hui, non pas le Ritz. Ce qui prouve vraiment que cet homme est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Alors là, je veux juste souligner un autre aspect du livre. Je vous disais, c'est assez drôle, c'est bien tourné. Pas que, c'est un côté très sérieux et histoire. Donc là, ça fourmille d'anecdotes sur l'histoire de France et par extension, comme je disais tout à l'heure, sur le monde. Et c'est vraiment sympa. Mais il y a aussi un aspect assez amusant et agréable. C'est que l'auteur a évité de tomber dans le consensuel. Alors ça, c'est vraiment plaisant quand on lit un livre d'histoire et qu'on est sur quelqu'un qui parle franchement des faits comme ils se sont déroulés. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que Pierre Ménard, il le dit à plusieurs reprises dans son ouvrage. Il explique qu'il ne faut pas juger Antoine Crozat et ses contemporains avec nos armes du XXIe siècle. Ce serait totalement anachronique et ça n'aurait plus de sens. Parce qu'on ne peut pas leur reprocher des comportements qui sont admis par tout le monde à l'époque. Ça, il le dit à plusieurs reprises. Donc ça, c'est déjà très très bien. Donc Pierre Ménard, il explique des choses qui se sont faites, qui sont aujourd'hui discutables, mais en réalité, il recontextualise. Et il le dit, il faut absolument recontextualiser un livre d'histoire dans son époque. C'est un peu comme quand on regarde un vieux film. Alors, vous voyez, là derrière, moi je suis un passionné de cinéma, j'adore ça. Toute époque, tout style de film. Donc derrière moi, j'ai des vieilles photographies
de films. Et c'est sûr que quand on se plonge dans un film de 1930, 1940, voire même avant les années 30, mais même un film des années 50, si on ne recontextualise pas et qu'on n'est pas capable de se projeter sur à quoi correspondait ce film à cette époque quand il est sorti, le visionnage il peut être compliqué quand on est habitué au film d'aujourd'hui. Donc c'est toujours important de contextualiser, à mon avis. Et là, l'auteur le fait vraiment très très bien. Donc là, je vais vous citer un petit passage un peu plus long où il s'en prend, il tape un petit peu sur quelqu'un et il fait ça sur tout le monde, en fait. C'est pour ça que c'est important. Je vais vous lire un passage que j'ai choisi et on en parle un petit peu. Donc le chapitre s'intitule Au service secret de Sa Majesté, en hommage à James Bond, évidemment, puisque Crozat a un peu travaillé dans l'ombre pour Louis XIV. Depuis octobre 1714, l'ambassadeur du Shah de Perse se trouve en France pour conclure une alliance commerciale et militaire avec, ouvrez les guillemets, le miroir éclatant de la bonté même, fermez les guillemets, plus connu sous le nom de Louis XIV. Après avoir confié les préliminaires des négociations à ses ministres Torcy, Pontchartrain et Desmarets, le roi de France a décidé de nommer, entre guillemets, des personnes habiles et instruites sur le fait du commerce. Et c'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers Crozat, accompagné de Landivisiau et de Moreau. Le marquis du Châtel, c'est Antoine Crozat qui est devenu marquis. Le marquis du Châtel sait que la négociation sera difficile tant Paris bruisse des excentricités de l'envoyé du roi des rois. Petit, portant avec orgueil une barbe teinte en rouge, affublé d'un nez busqué et de joues creuses, il ajoute à sa laideur un caractère que nous ne pourrons qualifier de cochon eu égard à sa religion. Son excellence persane est colérique, vaniteuse, superstitieuse, avare et couarde. Comme si cela ne suffisait pas, Mehmet Riza Beg, car tel est son nom, a l'esprit trop embrumé par l'opium. Ce qui fait de lui, selon le gentilhomme qui lui est attaché, ouvrez les guillemets, une espèce de fou qui mériterait plutôt d'être enfermé que de traiter en ambassadeur. Fermez les guillemets. Depuis son arrivée, le diplomate cause scandale après scandale. Exigeant d'être reçu dans chaque ville qui traversa de son embarquement à Marseille à son débarquement à Marseille à son entrée à Paris, avec les égards dus au plus grand souverain de la terre, il affirmait trouver toutes les fêtes que l'on donnait en son honneur, ouvrez les guillemets, très médiocres. Fermez les guillemets. À Montélimar, il frappa une femme qui s'approchait trop près de lui. Puis il chargea la foule au sabre, blessant grièvement 2 badauds. Près de Moulins, apercevant les membres déchiquetés d'un rouet vif, il fit arrêter son escorte pour admirer le cadavre et exigea immédiatement, dès son arrivée dans la ville suivante, que l'on rouât sur le champ un malheureux afin de lui offrir un ravissant spectacle. Donc ça c'est assez glauque, mais c'est assez amusant. Parce qu'en fait, Pierre Ménard, il ne se prive pas de faire ce genre de commentaires sur plein de gens dans le livre, y compris sur Antoine Crozat lui-même, qui de temps en temps est un peu ridicule, il faut bien l'avouer. Mais il le fait avec tendresse, parce qu'il le dit au début de son livre, c'est un travail gigantesque. Il est tombé amoureux de ce personnage, il l'a sorti des brumes de l'histoire, et donc évidemment, il en parle librement. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire reluire la figure de Crozat. Il veut simplement dire la vérité. Et il dit la vérité sur tous les gens dont il brosse des portraits dans ce livre. Alors, des vérités, on pourrait considérer qu'elles sont propres à chacun, mais j'en parlais tout à l'heure. En fait, Pierre Ménard, il a fait un travail gigantesque avec une documentation sourcée, extrêmement sourcée. Je vais vous montrer, ça fait tout ça, encore, voilà. Là, on a ce qui constitue, ici, les sources de ce livre. Il y a énormément de sources. Tout est sourcé sérieusement. C'est un vrai travail universitaire. Moi, j'ai eu besoin, parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dans ce livre que je ne connaissais pas. Je vais aller vérifier ses sources et puis voir si je ne peux pas trouver. Je ne l'ai jamais pris à défaut. Tout ce qu'il dit est issu de sources historiques. Et effectivement, il a dépouillé de la correspondance, il a dépouillé beaucoup d'anciens manuscrits et beaucoup de correspondances pour trouver des propos et que lui incorpore dans son récit. Donc là, par exemple, les propos sur l'envoyé du Shah de Perse, ce sont des propos de l'époque. Donc tout ça est vraiment intéressant. Il croise aussi les témoignages pour s'assurer de la fiabilité, en tout cas la plus probable, de ce qu'on dit sur Antoine Crozat ou ses contemporains.
Donc moi j'ai beaucoup aimé ce ton libre de cet auteur. En tout cas, ce livre, il se lit comme un roman. Franchement, si vous aimez les romans historiques, même si ça n'en est pas un, vous allez vous laisser captiver. Je salue Cherche Midi d'avoir laissé justement Pierre Ménard publier aussi librement. C'est vraiment agréable, un ton peu consensuel et pas consensuel d'ailleurs. Et en plus de ça, ça vous plonge vraiment dans une aventure, comme je disais, rocambolesque. Il arrive des choses incroyables à cet homme. Il nous emporte aux quatre coins du monde, ou presque, et on a vraiment envie, comme dans une série, de savoir ce qui va se passer après. Voilà, je vous laisse avec le Français qui possédait l'Amérique, un écho du glorieux passé de la France. Voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.